fois, ça marche. Parfait. Merci Nicolas, merci à tous. Bienvenue à cette table ronde. Alors, je n'ose pas dire que c'est la table ronde à laquelle il faut être, mais si vous avez bien écouté les autres, elles ont à peu près toutes fini par le même mot, call to action, appel à l'engagement. Donc ça, c'est facile de faire un appel à l'engagement. Là, on va rentrer dans le dur, on va voir comment ça marche. Il faut passer au-delà de ce passage obligé, si je puis dire. Et cette table ronde, c'est bien la réponse à la question « Comment recréer l'espoir ?» C'est ce qu'on va essayer de vous démontrer aujourd'hui. Alors c'est une table ronde, il ne va pas être question de ChatGPT, il ne va pas être question de décroissance, il ne va pas être question de limites possibles ou impossibles à l'endettement, il ne va pas être question de gestion des risques. Il existe peut-être une intelligence artificielle, mais je ne crois pas qu'il existe un engagement artificiel. Il est possible de parler de décroissance, peut-être même de modéliser la décroissance. Je pense que c'est beaucoup plus difficile de modéliser le désengagement. On n'a pas besoin de s'endetter pour s'engager. On peut y aller sans aucune limite. Pas besoin d'argent magique. Et il est inutile, si vous voulez vous engager, de pondérer vos risques à l'infini. Alors merci au Cercle d'avoir, après toutes ces années, programmé cette table ronde et de m'en avoir confié la coordination. C'est un magnifique cadeau pour moi et j'espère que c'est un magnifique cadeau pour vous. Nous allons vous offrir ce matin un carburant gratuit, un carburant qui n'émet pas de CO2, un carburant recyclable à l'infini, un carburant inépuisable et efficace. Et en plus, nous allons vous offrir le mode d'emploi de ce carburant, le mode d'emploi d'un carburant qui permet de changer le monde. Alors, changer le monde, ça paraît effroyablement arrogant. Tolstoï nous avait prévenu, Tolstoï avait dit « Tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même ». On est au cœur du sujet. Et Gandhi avait aussi dit « Soyez le changement que vous souhaitez au monde ». Donc effectivement, si on veut dire que redonner l'espoir passe par l'engagement, comment ça marche? L'engagement peut être individuel, il peut être collectif. Quand j'étais plus jeune, on parlait d'engagement politique, c'est parfois passé de mode, d'engagement syndical, d'engagement associatif. Mais vous allez voir avec notre panel qu'il y a des milliers de formes d'engagement. En réalité, le menu de l'engagement, il est infini. C'est un monde où on ne parle plus de dégagisme, mais d'engagement. Un monde où on ne dit plus « ils devraient faire ci » ou « ils auraient dû faire ça ». C'est un monde où nous disons « nous ». Nous pourrions faire ci, nous pourrions faire ça. Un monde où « il » est devenu « nous ». C'est un monde où on résiste à la tentation du jardin, de se replier derrière ses barricades et de dire « je ne m'occupe plus que de moi ». C'est un monde où on résiste à la tentation de la désertion. Ces mystères me dépassent et j'ai même pas envie de fin d'en être l'organisateur. Un monde où on résiste au repli. Un monde où, encore une fois, on s'engage, pour les plus ambitieux, pour changer le monde, pour certains, pour se changer soi-même, pour d'autres, pour simplement se calmer parce qu'il faut bien faire quelque chose, pour d'autres encore, pour oublier, peu importe. Les panélistes vont témoigner autour de quelques questions préparées par Nicolas. L'objectif de ces questions n'est pas d'apporter une réponse exhaustive à la question « comment on s'engage pour changer le monde ?», mais c'est de vous mettre en appétit. C'est pour vous donner envie de parcourir le menu et de compléter le menu. Et de quitter Aix ce soir en disant « ouais, ok, j'ai appris plein de choses, mais maintenant j'y vais ». De finalement se dire, comme on disait avant, « engagez-vous, rengagez-vous » qui disait, et on pourra dire « engagez-vous, rengagez-vous » que nous disions. Merci Nicolas. Merci Bertrand. Alors, est-ce que vous m'entendez correctement? Ça va? Bon, très bien. Par ordre d'apparition à l'écran dans l'engagement, nous avons Sinead Burke, juste à côté de Bertrand, qui est la présidente directrice générale de Tilting the Lens. C'est un cabinet de conseil, Tilting the Lens, qui essaye d'apporter aux grandes marques, d'ouvrir les yeux des grandes marques sur le fait que, à la fois sur les lieux de vente, mais aussi dans l'offre des produits, eh bien, il faut penser aux gens qui ne sont pas exactement comme les autres, qui peuvent avoir des handicaps. Le point de départ de cette Irlandaise très engagée a été le constat qu'aucune offre vestimentaire ne lui était destinée. Et donc elle a écrit des livres sur cette thématique, elle a reçu des prix pour ça. En septembre 2019, Sinead a été à la une de Vogue, consacrée aux 15 femmes les plus influentes. Ensuite, Christian Clot, il est explorateur, il est directeur de l'Institut de recherche Human Adaptation Institute. Il est également scénariste de bande dessinée, il est aussi écrivain. Maud Goba est avec nous, elle est directrice nationale de Micro Rainbow en Grande-Bretagne. Elle fournit des abrissures à des demandeurs d'asile et aux réfugiés LGBT au Royaume-Uni, quelques 25 000 nuitées tous les ans. Elle va également participer à leur programme d'employabilité et Maud a récemment été nommée parmi les 100 femmes de la BBC pour 2022.
Ashwini Kakar est avec nous également. Il est président d'Action contre la faim. Inutile de présenter Action contre la faim, cette organisation à but non lucratif qui a vu le jour en 1979 sous l'implication d'un groupe d'intellectuels. Il est entrepreneur, il est philanthrope indien et il a été élu en président d'Action contre la faim au mois d'octobre 2021. Et nous sommes enfin avec Bianca Giutti, directrice générale communication et affaires publiques de L'Oréal. Je crois que je ne vais pas vous présenter L'Oréal, ça me semble à peu près inutile. Elle est également membre du comité exécutif. Alors nous avons prévu 3 questions et une petite cerise sur le gâteau, j'espère qu'on aura le temps. Les 2 premières questions, en fait, on va les faire en une seule fois parce qu'elles se rejoignent un petit peu. La première question, c'est que faites-vous ? Ils vont nous expliquer chacun à leur tour ce qu'ils font. Et la question sous-jacente qu'on va pouvoir aborder en même temps, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager? Et donc avec ces 2 premières questions, je donne la parole à Sinead Burke. Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais pas simplement répondre à votre question, mais réfléchir à une conversation plus large que nous tenons aujourd'hui sur comment créer le changement. Pour moi, je suis convaincu qu'il y a 2 voies, la voie individuelle, la voie collective, 3 voies systémiques. Donc, mais le premier moment dans lequel j'ai compris que le changement était nécessaire, c'est quand j'étudiais pour être enseignante. Je suis institutrice, dit madame, et j'étais sur l'estrade de la classe. Et je suis petite, comme vous pouvez voir, et j'ai compris que la classe n'était pas prévue, salle de classe n'était pas prévue pour un enseignant. Comment pouvais-je contrôler les enfants qui étaient plus grands que moi? Comment est-ce que j'allais pouvoir écrire au tableau? Comment j'allais pouvoir les enseigner? Ça partait de l'hypothèse qu'un enseignant ne doit pas être handicapé. Et en fait, ce soir-là, j'ai décidé de changer la conception de la salle. Plutôt que d'avoir les enfants assis dans des groupes, à des tables, etc., ils se sont assis en U et j'étais au niveau de leur regard. Quand je ne pouvais pas activer les interrupteurs ou trouver les objets, donc j'ai demandé aux enfants de le faire pour moi et donc on a commencé à travailler ensemble. Ça a été l'innovation, la collaboration. À partir de là, j'ai décidé non seulement de changer la configuration de la classe, mais également ensuite plus tard, j'ai décidé de changer le monde de la mode, puis le monde. Et donc, comment est-ce que l'on fait ceci et comment on le fait ensemble? Pour moi, la grande ambition, à partir d'aujourd'hui et de mon travail, c'est d'avancer d'une prise de conscience vers l'action. Concernant le sujet du handicap et de l'accessibilité, souvent nous parlons, mais quels sont les changements qui en ressortent? Très souvent dans la réalité, particulièrement autour de le handicap, parfois, on ne parle pas parce qu'on ne sait pas quoi dire, en fait. Et trop souvent, quand on ne sait pas quoi dire et on a peur de dire d'être maladroit, on ne dit rien du tout parce qu'on a peur de faire un faux pas. Donc, j'aimerais avoir un conseil sur la langue. Moi, je suis une personne handicapée. Je ne vois pas le handicap comme une chose négative, mais comme une chose très positive. Je serais une différente personne si je n'étais pas handicapé. Donc, je vous encourage à commencer à faciliter la conversation parce que de quoi avez-vous peur? En utilisant le mauvais mot, vous risquez d'être embarrassé, gêné. Mais en étant gêné et en ne faisant rien du tout, le risque, c'est que l'on va exclure. Et donc, qu'est-ce qui est le pire? D'avoir un moment de gêne passager, donc pour avoir fait une erreur, ou exclure les gens? Assurer que l'on va toujours avoir des dialogues et faire avancer les conversations, c'est ça qui est important. Mais lorsqu'on leur réfléchit à ce qu'est le collectif, et pour passer de la langue ou même une conférence, quand on réfléchit à l'économie, ce qu'il faut comprendre, c'est l'impact que le handicap a sur notre monde au quotidien. Nous devons réfléchir au handicap et l'accessibilité comme une forme d'investissement et pas un coût. Ici, en France, il y a une législation sur le recrutement et l'emploi des handicapés. Si vous étiez une entreprise avec plus de 20 employés, il y a une idée selon laquelle vous devez avoir au moins 6% de vos employés identifiés comme handicapés. Mais nous vivons dans un monde où personne ne va dire qu'ils sont handicapés. Il y aura une espèce de stigma associé. Mais si vous n'avez pas cet employeur, vous n'avez pas donné d'employeur, donc vous allez chercher les fournisseurs, vous allez donner à des charités. Il n'est pas nécessairement de faire une action, simplement vous allez payer pour vos responsabilités. Donc comment réfléchir à ceci selon le fait que le handicap fait partie de la société? Lorsque l'on sait que le pouvoir
Donc, il y a 1,3 milliard, ces gens représentent un pouvoir d'achat de 1,3 milliard donc, de dollars. Mais 15% des femmes handicapées en Irlande sont employées. Et donc, il y a toute une masse de gens handicapés qui ne sont pas utilisés. Et donc, pour vous donner un dernier exemple, pour vous expliquer comment ça se produit, une de mes citations les préférées, c'est pas les gens handicapés qui n'existent pas, c'est que les bâtiments n'étaient pas accessibles. Donc, pour moi, lorsque je réfléchis à ce sujet, je me rappelle que nous sommes ici dans une activité quotidienne, parler de l'accessibilité, de la possibilité. Mais comment êtes-vous entré dans cette salle? Est-ce que vous avez monté les marches? Si quelqu'un était dans une chaise roulante, il ne pourrait pas être ici. Donc cette session est traduite en français et en anglais. Mais qu'en est-il si vous êtes sourd? Comment allez-vous vous engager? Ce n'est pas une critique de cette conférence, mais simplement réfléchir à la capacité dans ces sociétés qui nous échouons à inclure. Ma supposition, c'est que vous êtes dans cette pièce, vous voulez changer le monde. Soit. Donc les gens qui ne veulent pas sont dans les autres sessions. Donc ce que je vous demande de faire aujourd'hui, si c'est simplement nous qui voulons changer le monde, ce sera trop tard et trop long. Donc, lorsque vous partez aujourd'hui, parlez au moins à 3 personnes qui n'étaient pas ici. Allez travailler demain et soulevez ceci comme un point à l'ordre du jour et dites aux gens, est-ce que ça, c'est accessible? Où sont les gens handicapés? Merci. Merci. Merci, Sinead Burke. Je crois que vous avez compris que vous êtes the place to be, it's here, ok? Christian Clot, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous vous êtes engagé? C'est une bonne question. Bonjour, je suis ravi d'être là et d'écouter des visions différentes sur cette notion d'engagement est vraiment importante parce qu'effectivement, je reviendrai un petit peu sur les mécanismes de l'engagement, ce qu'on travaille. Alors moi, je suis devenu directeur d'un institut de recherche qui s'appelle le Human Adaptation Institute qu'on a créé il y a quelques années, qui est le seul institut aujourd'hui qui étudie l'humain dans des conditions réelles de vie sur la fonction cognitive, à savoir comment est-ce que des humains font face à des situations nouvelles de vie et comment ils évoluent. Et on étudie des personnes qui sont dans des catastrophes climatiques, des personnes qui sont en entreprise de transformation, des migrants qui sont en déplacement. Et on fait aussi des créations pour pouvoir aller un peu plus loin dans les études et on revient notamment d'une mission où on a été avec 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans 3 milieux climatiques différents, pendant 40 jours à chaque fois, pour étudier, je sais pas, si vous avez chaud par exemple aujourd'hui, sachez qu'il fait 36 degrés en ce moment, nous on était à 48 degrés pendant 40 jours. Et 30 degrés la nuit, voilà. C'est ça qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe pour un humain, pour le cerveau, quand il est confronté à des situations qui sont nouvelles et qui le dépassent. Et ça demande des personnes qui s'engagent, évidemment, qui sont prêts à partir sur ces missions, qui sont prêts à partir dans ces conditions, et puis évidemment, d'avoir aussi, sur l'ensemble des travaux qu'on mène, des personnes qui sont prêtes à s'investir. C'est pas toujours facile, mais on arrive petit à petit à mieux comprendre ce que sont les mécanismes de l'adaptation, bien sûr, mais aussi de cette notion d'engagement. Parce que le constat qu'on fait, et moi c'est de là que je suis parti, c'est la notion de gestion de crise. C'est que la plupart des gens s'engagent quand ils sont confrontés à une situation qui les dépasse, qui les met à désorientation ou qui leur font de la peine. Là, le 99% des associations, des ONG qui luttent contre une maladie, sur des catastrophes climatiques ou autres, ont été créées par des personnes qui ont été confrontées directement ou indirectement à la notion sur laquelle ils créent la notion d'engagement. Donc on s'est posé la question finalement, pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'être confronté à la crise? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre d'être confronté à la réalité pour commencer à se dire « Ok, je vais m'engager » Et comment est-ce qu'on fait pour comprendre qu'aujourd'hui, la crise, elle est présente en permanence. On est dans le moment de l'histoire humaine où pour la première fois, on a les 3 crises systémiques qui arrivent en même temps, à savoir environnementale, technologique et sociétale. C'est unique, ça va créer pas mal de problèmes. Mais quand même, les gros problèmes, ils sont dans 5, 6, 10 ans avec l'arrivée des grandes catastrophes climatiques. Et pourtant, ça fait 60 ans qu'on est en train de regarder ça et qu'on se dit, tiens, si on faisait quelque chose. Et on a tout essayé depuis 60 ans, depuis que les premiers textes sont écrits dans les années 50, qui disent exactement la même chose qu'aujourd'hui. On a tous essayé de faire peur, de faire rêver, de mettre en jeu, et puis on voit qu'on n'arrive toujours pas à s'engager. Donc on s'est posé cette question, quelles sont les nécessités absolues qu'un humain doit avoir à sa disposition pour s'engager? Et je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous donner toutes les réponses, mais je vais quand même vous donner 3 notions indispensables qui sont fondamentales pour que le cerveau puisse se dire « Ok, je vais passer de je parle ou je regarde à j'agis ». La première de ces notions, c'est l'émotion. Vous ne pouvez pas
prendre une décision qui n'est pas présidée d'une émotion. Donc cette émotion, elle est fondamentale. Et aujourd'hui, on est dans un monde où l'émotion est paramétrée par des systèmes qui nous sont extérieurs. On fonctionne sur un circuit de la récompense. En tant qu'humain, le cerveau a besoin de récompenses quand il fait quelque chose. Et aujourd'hui, ces récompenses sont apportées plus par les réseaux sociaux et par les injonctions permanentes. On reçoit tellement d'informations. Aujourd'hui, on reçoit en réalité en une journée le nombre d'informations qu'on recevait des fois en un mois, voire en une vie, il y a une centaine d'années. Et on est tellement pris dans ces informations qu'on a beaucoup de mal à redonner à notre cerveau l'air nécessaire pour avoir de l'émotion. Et aujourd'hui, les émotions sont paroxysmiques. C'est une des explications qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il y a soudainement des montées énormes de réactions parce que nous fonctionnons sur le paroxysme. Donc l'émotion, elle est la base de tout. Et la question, c'est quelles sont vos émotions? Qu'est-ce qui vous provoque une émotion qui vous donnera envie de bouger? Et évidemment, c'est quand même plus sympa si l'émotion est positive. Donc je dirais que la première chose qui nous fait bouger, c'est l'amour. Il ne faut jamais oublier que généralement, on agit parce qu'on aime quelque chose qu'on veut protéger. La deuxième chose qu'on a besoin pour s'engager, c'est du temps. Il n'y a pas d'engagement sans accorder du temps à ce qu'on veut faire. Et ça, le temps, c'est la même chose que pour l'émotion. On est tellement soumis à un nombre, une quantité d'informations, de notifications, de choses que finalement, on ne prend plus le temps. Plus on invente des choses pour gagner du temps, moins on a de temps. C'est un corollaire absolu qui existe depuis maintenant pas mal d'années. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir redonner du temps. Alors on pourra peut-être parler dans une autre partie de cette table ronde sur comment est-ce qu'on redonne du temps à l'engagement, mais sans le temps pris, il n'y a pas d'engagement, il n'y a que des paroles. Donc ces notions d'émotion, émerveillement, de temps et ensuite de coopération, parce que là encore, on ne peut pas agir seul, nous sommes incapables d'agir seuls, sont les trois clés nécessaires aujourd'hui pour créer l'engagement. La question qu'on doit se poser, c'est vous êtes ici, ça veut dire que vous êtes déjà dans le processus d'engagement. Et comme vous le disiez si bien il y a quelques instants, comment est-ce que nous, on va maintenant aller créer l'émotion nécessaire et donner le temps nécessaire à l'ensemble de nos citoyens et citoyennes pour pouvoir s'engager. On a encore 38 minutes, 16 secondes pour parler du temps qu'il nous reste et qu'il nous faudra, Christian. Je passe la parole à Moud Goba. Merci beaucoup pour cette aimable invitation. Je suis très heureuse d'être ici. En ce qui concerne mon intervention et les questions pourquoi, quelle est votre action? Vraiment, j'y ai réfléchi et j'ai pensé à la manière dans mon travail où je vais beaucoup de gens de 67 pays dans le monde criminalisent les LGBTQI+, et donc pour ceux qui savent, lorsqu'ils voient les images à la télévision ou lorsqu'ils voient un homme en Iran, un homosexuel, ou en Irak un homosexuel qui est assassiné, donc ces gens vont fuir ce type de crime. Ils vont venir en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs et ils demandent l'asile. Et ce sont des réfugiés. Donc, parfois, il y a faible collection. Donc ça, ce sont les gens qui souffrent. Et voici les raisons pourquoi ils ont fui leur pays pour demander l'asile. Lorsqu'ils viennent dans nos pays, ils deviennent réfugiés. Ils deviennent des demandeurs d'asile. Ils deviennent l'autre, les gens non désirés. Et on ne se rappelle pas pourquoi ils se sont enfuis. Donc c'est pour cela que j'ai créé je suis rentré dans Micro Rainbow. Je suis une réfugiée du Zimbabwe. Je connais ce voyage, je l'ai fait. L'hypothèse est toujours que lorsque quelqu'un vient nous voir, comme un endroit comme la Grande-Bretagne, donc le défi est toujours là pour les LGBTQIA. Ils jouent avec d'autres réfugiés qui ont fui leur pays. Donc, mais ils ont toujours des vues homophobes d'autres réfugiés. Et donc, on a des situations où les gens doivent vivre toujours la même contrainte parce qu'ils étaient combattus chez eux par raison de leur homosexualité. Et ensuite, ils arrivent en Europe et les propres réfugiés les combattent aussi parce qu'ils sont homosexuels. Donc, c'était dans l'un de on travaille sur l'inclusion sociale pour essayer d'assurer que les gens ne sont pas isolés, ne sont pas seuls et ne souffrent pas d'isolation extrême. Et nous avons réalisé que la moitié des gens qui étaient là étaient sans domicile. Ils préféraient ne pas aller voir dans les camps de réfugiés ou les foyers de réfugiés et ils deviennent sans domicile fixe SDF parce qu'il n'y a pas d'action de ces réfugiés. Ils continuent à être confrontés aux mêmes défis. Donc c'est pour cela qu'on a établi des systèmes de logement sûrs et en comprenant bien que
c'est un voyage qui est très long. Et je sais que pour l'Europe, c'est à peu près la même chose. En Europe, ça peut prendre du temps. Les gens ne sont pas autorisés à travailler. On a ce processus où vous vivez dans la pauvreté. Il y a beaucoup de défis. Et cependant, les réfugiés sont ceux des plus talentueux. Et donc, ils vont utiliser dans les nouvelles communautés. Mais ça n'a pas été fait. Donc, on a des gens qui traversent ce processus pendant des années. Donc, j'étais enseignante et donc, j'ai vécu ce processus. Je n'ai pas travaillé pendant plus de 3 ans, alors que j'aurais pu contribuer à ma nouvelle communauté. Donc, en fait, nous intervenons, nous faisons certains de former les gens pendant qu'ils attendent. Nous les formons sur le marché du travail britannique, sur le marché du travail où ils habitent. On remet à jour leur CV, on regarde leur éducation, leur formation. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, on leur apprend la langue de façon à ce qu'ils puissent devenir, ils peuvent contribuer à la nouvelle communauté. Et l'une des autres questions que vous avez posées, pourquoi est-ce que j'ai fait cela? Donc, en tant que femme intersectionnelle, je suis une personne intersectionnelle. J'ai été dans tellement de communautés en tant que femme noire, en raison de mon genre, de ma sexualité, de ma classe. J'étais une personne de milieu défavorisé, migrante, réfugiée. Pourquoi j'ai dû faire ce travail? Donc j'ai été passionné à ce sujet et je réfléchis à l'ensemble de toutes les formes de discrimination qui peuvent affecter les gens avec lesquels nous travaillons. Donc véritablement, je suis poussé à poursuivre nos travaux. Et lorsque j'entends des questions de mais comment est-ce que vous engagez à changer le monde, je réfléchis toujours à quelle partie du monde, où, quand, comment, où est-ce que nous sommes engagés. Il y a tellement d'éléments dans lesquels nous pouvons nous engager, mais on peut toujours commencer où nous sommes. On peut commencer à regarder les communautés marginalisées. On a tellement de privilèges qu'on ne voit pas les autres. Donc, je dirais, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il faut voir qui n'est pas assis à la table avec vous, qui est marginalisé. Donc, on parle ici de gens handicapés il y a quelques secondes, mais vous savez, il y a également des handicapés dans les LGBTQIA. Donc, c'est simplement là et on veut voir qui n'est pas là. Donc il faut pas voir qui est là, c'est qui n'est pas là. Et il n'est pas nécessaire de faire une communauté pour les aider. Il faut d'abord les aider, regarder les défis auxquels ils sont confrontés, utiliser vos privilèges pour les aider. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose. Vous pouvez avoir des voix amplifiées ou au moins comprendre les questions. Nous sommes dans un environnement où nous avons beaucoup de politique anti-migratoire. Il faut comprendre pourquoi ces politiques existent et comment elles affectent les comités. Donc, il faut vraiment réfléchir à poser des questions à tous les aspects de la société, les facettes de la société. Comment pouvons-nous avoir du soutien? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est véritablement voir où nous en sommes et voir encore une fois, qui n'est pas à la table et quelles fois ceux ne sont pas entendus et les aider. Merci. Gobard, je passe la parole à Ashwini Kakar pour Action contre la faim. La même question. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, Ashwini, et pourquoi vous vous êtes engagé? So thank you for being here. Merci de votre présence. Je voudrais vous dire que je veux vous donner quelques points de réflexion pour vous engager à changer le monde, pas seulement pour nous tous, mais également du point de vue de tout économiste qui pourrait être ici et pour ceux de ce cercle des économistes. D'abord, laissez-moi vous dire que tous ici, nous pouvons collectivement donner au monde un meilleur futur et amener un meilleur monde au futur. Mais il faut réfléchir à nous-mêmes comme les gardiens de la planète pour les prochains 30 000 jours. Nous n'avons que 30 000 jours de vie, mais nous pouvons apporter une différence pour le reste de ces milliers de jours qui sont devant nous. Pouvons-nous ensemble mettre ceci quelque chose de recevable? Laissez-moi donner vous une idée. Tous les ans, 100 millions
de tonnes de déchets sont jetés tous les ans. Donc chaque fois que à chaque fois qu'on achète des vêtements, tous ces vêtements, a-t-on besoin de tous ces vêtements? Réfléchissons bien. Regardons la nourriture. Tous les ans, 1,3 milliard de tonnes d'aliments sont gaspillés. Ceci représente le 3e empreinte carbone du monde. Donc, gaspillé. Simplement, au-delà des États-Unis, plus grand que les États-Unis, la Chine, et pas seulement ceci, mais je pense que soit cette nourriture est jetée, ou elle est gaspillée dans les assiettes ou dans les fermes. Mais c'est... Alors que, pendant ce temps, 9000 employés d'Action contre la faim travaillent sur les terrains tous les jours pour essayer de sauver des vies dans 55 pays du monde. Mais 25 000 personnes meurent de faim tous les jours. 25 000 personnes meurent de faim tous les jours. Et ce gaspillage de la nourriture est insupportable. Comment pouvons-nous résoudre le plus grand problème du monde sans déployer les meilleures technologies? Pouvons-nous nous résoudre à développer les meilleures technologies pour résoudre les plus grands problèmes du monde? Les meilleurs cerveaux et les meilleures technologies. Avec ce type de problème, donc les entreprises Big Tech, je veux dire aux entreprises Big Tech, nommez vos meilleures personnes pour 2 ans, les meilleures personnes donc, qui sont dans l'intelligence artificielle et ailleurs, de façon à ce que nous puissions résoudre les problèmes du monde collectivement. Maintenant, pouvons-nous réfléchir en termes de construction d'un concept bon pour la Terre, bon pour nous tous? Parce que si c'est bon pour la Terre, c'est certainement bon pour tous ici. Et reconstruire nos relations avec la nature. Et en fait, pour ceux qui sont dans les entreprises, je vous invite à donner à la nature un siège au conseil d'administration, de façon à ce que la nature puisse être représentée dans chaque entreprise dans le monde. Il y a un autre point pour nous tous. Pouvons-nous commencer à penser à être mieux dans notre monde? Parce que comme Gandhi l'a dit, le monde en a assez pour répondre aux besoins de chaque personne, mais pas pour répondre à la rapacité de tout le monde. Et donc, ça, c'est les aspects les plus importants. Un petit dernier pour les économistes, pour la route. Donc, je pense que une personne a été choisie pour le prix Nobel, pas par hasard. C'est important pour les économistes d'arriver avec un nouveau modèle qui peut agir sur de petites choses. Donc, la robotique à bas coût et l'artificial intelligence à bas coût va remplacer la main-d'œuvre humaine et les esprits, les cerveaux humains très rapidement. Maintenant, pouvons-nous réfléchir en termes de flexi-durabilité, de la flexibilité, mais de la durabilité pour que les machines et les hommes fonctionnent ensemble en termes de la pieuvre des inégalités qui va non seulement dans les domaines financiers, mais également dans la technologie, le genre de l'éducation, le travail, la santé, le social, tous les domaines. Et comment pouvons-nous établir un nouveau modèle économique et bien sûr éliminer le fantôme des conflits? Donc, comment est-ce qu'un nouveau modèle économique garantir que le coût énorme de conflits soit satisfait? Il faut de la coopération, il faut de la sagesse collective pour qu'on puisse avoir des fruits. Comment faire en sorte que tout le monde coopère? Par exemple, le coût de la guerre en Ukraine s'élève à plus de 4 millions de dollars. Et je pense que si on partage visiblement la technologie mondiale, cela peut aider également. La technologie change tout le temps. Ce que nous devons faire, c'est partager cette technologie. Comme cela, tout le monde suit le même projet et tout le monde peut aider le monde à progresser. Merci beaucoup. On termine ce premier tour de table avec Blanca Jouty. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais essayer de parler avec mon mauvais français. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Je suis mexicaine, je suis anthropologue et je travaille chez L'Oréal. Avant de vous dire ce que j'ai fait comme travail,
je voudrais vous raconter pourquoi je suis à L'Oréal. Je suis la seule ici, entre nous, qui travaille pour une corporate. Et bien sûr, les gens peut-être pensent que les corporations ne s'engagent pas ou pas suffisamment. Mais les corporations ont un devoir très fort dans la société. On emploie beaucoup de gens, milliers de millions de gens dans le monde. Et on a aussi une responsabilité très forte. Le monde aujourd'hui traverse sur une situation de manque, il y a une crise de confiance énorme. Si on regarde par exemple l'Edelman Trust Barometer qui mesure la confiance des gens dans la planète, on voit que dans les derniers 25 ans, il y a moins et moins de confiance sur les 4 institutions principales, les gouvernements, les business, les NGO et les médias. Et autour de les 4, il y a plus de confiance maintenant aux business qu'aux autres, parce que les business, ils sont quand même un pouvoir économique où ils peuvent aider à changer le monde. Pour faire ça, bien sûr, il faut s'engager et il faut avoir des valeurs et des principes forts. Je vais vous raconter pourquoi j'ai joint L'Oréal. Ça fait 2 ans et demi, j'étais aux Pays-Bas dans mon dernier emploi où j'ai reçu un call d'une chasse qui voulait me parler de L'Oréal. Et je me demandais tout de suite qu'est-ce que je ferais chez L'Oréal. J'ai regardé la boîte, elle est une boîte extraordinaire parce que c'est une boîte très très engagée sur le plan écologique et aussi sociétal. Et je me demandais surtout, je suis anthropologue et mon mari est philosophe, alors on a eu on a mangé ensemble et je lui demandais est-ce que le monde vraiment avait besoin de notre rouge à lèvres. C'est une question importante parce qu'avec les changements climatiques et les défis qu'on a, je me demandais vraiment qu'est-ce que je vais faire dans une boîte de beauté. Mais je sais aujourd'hui que la beauté, et comme anthropologue, je le sais très bien, la beauté, là, c'est un besoin essentiel humain. Il n'y a aucune civilisation qui a pu vivre sans la beauté. Depuis l'Homo erectus jusqu'à Métaverse, la beauté nous donne confiance en nous et nous fait appartenir à un groupe. Mais aussi, la beauté nous donne confiance quand on est malade, quand on veut se réinsérer dans la société après avoir souffert de la pauvreté ou quelque chose. Alors la beauté, vraiment, je sais que vraiment la beauté va avoir un rôle à jouer. Mais ma deuxième question quand même à mon mari, quand on parlait, c'était est-ce que la beauté est relevante? Elle est nécessaire, mais est-ce qu'elle est relevante dans le monde d'aujourd'hui? Et là, je me suis dit oui, parce que quand je vois le monde, il y a les problèmes climatiques et il y a les problèmes sociaux. Et dans les problèmes sociaux, c'est les problèmes d'inclusion qui sont les plus forts. Et bien, L'Oréal est une boîte qui se vend dans 150 pays, qui produit pour 2 milliards de personnes et qui est le 4e plus grand advertiser du monde. Alors avec ça, on a une responsabilité énorme et on a, avec la société, le désir de créer un monde plus inclusif. Et quand une boîte comme la nôtre et la société ont les mêmes besoins, on trouve une intersection qui peut changer vraiment le monde. Notre raison d'être, c'est créer la beauté qui fait avancer le monde. Et ça veut dire une beauté qui est plus inclusive, plus généreuse, plus responsable vers la planète et plus responsable aussi de manière sociétale. Et on a bien sûr au COMEX pas seulement une personne, mais beaucoup de personnes qui sont, tout le monde, hein, notre target sont aussi des targets sociétaux et environnementaux. Et il y a on a une leader très forte sur ce qui est le développement durable, L'Oréal for the Future, Alexandra Palt, mais en même temps, on a Barbara Vernos qui essaye de changer l'industrie pétrochimique pour que ça soit une industrie des sciences vertes. 95% des produits vont être bio à l'année 2030 ou générés par des minéraux qui sont abondants. On a aussi dans la finance des finances responsables. On fait beaucoup pour la création des valeurs. On investit beaucoup dans des fonds sur le climat, des fonds pour les femmes. On a dans la Fondation L'Oréal, bien sûr, le travail qu'on fait pour le Women Empowerment avec For Women in Science. Et aussi, nous, on fait beaucoup pour
pour créer ce monde plus inclusif. J'ai raconté à Ginette que pour la première fois, nous avons chaque année en étude de pulse pour savoir comment sont nos employés, comment ils se trouvent. Et pour la première fois, on leur a demandé s'ils voulaient dire s'ils appartiennent ou non à une minorité. Et je n'ai pas les résultats, mais je sais que 67% ont répondu. Alors, le fait que les gens se sentent capables de répondre à cette réponse d'une manière, parce que c'était volontaire, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'occupe de l'engagement du groupe et des affaires publiques. Je passe un tiers de mon temps à parler à gens de l'extérieur, un tiers à comprendre les business et cette intersection pour voir ce qu'on va faire, et un tiers pour diriger mes équipes. Mais vraiment, un tiers, je passe à parler à des gens les plus divers possibles pour essayer de comprendre. Parce que la communication et la confiance, c'est à multiples voix. Ce n'est pas de moi aux autres, c'est des autres à moi. Il faut comprendre et il faut avoir l'empathie pour pouvoir s'engager. Merci Blanca. Bertrand, à ce stade, tu veux qu'on essaye de faire un tour de questions de la salle avant de conclure? On va peut-être faire ça. Est-ce que vous avez des questions à poser? On va vous apporter un micro. Merci d'adresser votre question à l'un des intervenants. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un micro disponible. Ça va venir, visiblement. Allez, on y va, c'est bon. Bonsoir. Je crois qu'il fonctionne. Il faut bien le mettre devant. Oui, vous m'entendez, oui, voilà. Merci de vous présenter. Oui, bien sûr. Bonsoir tout le monde. On m'a peut-être entendu hier après-midi. Je suis Dina Fourneret, ça c'est rien, je suis une personne qualifiée dans le cadre du handicap. Je fais partie des quelques 20 personnes qualifiées du Conseil national consultatif des personnes handicapées. J'ai eu un AVC et j'ai eu la vie d'avant. Et maintenant, je suis dans ma nouvelle vie. Et déjà, je voulais vous remercier et vous dire bravo. Parce que ça fait 3 jours, j'ai fait beaucoup d'endroits. Là, on était dans le vrai. Et je crois que c'est comme ça qu'on va pouvoir être dans le mieux tous, en win-win. Et ça m'évoque une question. Est-ce que vous auriez l'envie d'insérer dans tout ça la partie du handicap invisible? Tu sais, tout à l'heure, yes, on s'est connus tout à l'heure par hasard. C'était juste pour lui prendre ses bouteilles et lui descendre parce que personne n'avait pensé que... Et moi, j'ai perdu le français. I can speak in English as I parle en français. Phasique. Et donc... Oui, la question, donc, oui. J'ai un bateau qui est un bateau de sport et qui lance le grand Aphasic Impulse, qui part, et en ce moment à Athènes, il est parti de il part à New York pour l'année prochaine et il reviendra ici pour impulser cet esprit de la vie d'avant et de cette vie d'après avec le recul. Est-ce que ça vous dit Aphasic Impulse? On va laisser répondre. Est-ce que l'un de vous, alors allez-y Shined, peut s'exprimer après le témoignage de Madame sur la prise en compte du handicap invisible? Thank you. Merci pour cette question et merci pour votre aide tout à l'heure. Ce que vous décriviez, c'est que vous avez trouvé que je buvais trop de Coca Light tôt le matin. Et lorsque je suis allée au bar et j'ai commandé un Coca Zéro et de l'eau, je n'arrivais pas à atteindre le comptoir et vous m'avez donné de l'aide. J'étais un peu gênée parce que vous avez vu mon habitude de boire du Coca Light, mais vous avez soulevé une question excellente, l'handicap invisible. L'handicap est très large. Si je posais aux gens la question, est-ce que vous êtes handicapé? J'imagine qu'il y aurait, oui, voilà, donc il y a des personnes, mais si je vous demandais qui a augmenté la taille du texte sur votre téléphone portable pour pouvoir le lire, là, il y a plus de personnes, n'est-ce pas? Et si je vous demandais
Combien d'entre vous n'entendent qu'une oreille? Ou combien d'entre vous souffrent de dyslexie ou vous utilisez des textos parce que c'est difficile de parler? En fait, l'handicap couvre beaucoup de choses. Combien d'entre vous souffrez d'anxiété ou de dépression? Est-ce que vous avez eu du cancer ou un problème, un trouble alimentaire? Je pense aux choses de manière unidimensionnelle. Mais lorsqu'on conçoit des espaces, on va les concevoir pour des personnes en fauteuil roulant. Mais en fait, la réalité, c'est que nous vieillissons tous et nous souffrons tous de problèmes. Beaucoup de personnes ici à la conférence, des personnes sont à la retraite. Il faut bâtir un monde plus durable. Mais pour prendre en compte les communs ici, ce qui est intéressant avec les discussions ici, c'est que, et vous avez dit cela, si c'est bon pour la planète, c'est bon pour les personnes. C'est ce que vous avez dit. Et c'est une question que nous posons. Qui est dans la salle? Où est-ce qu'on trouve les intersections? Ce que nous avons décidé en termes de durabilité et être bon pour la planète, c'est l'enlèvement des pailles en plastique et l'enlèvement de plastique simple utilisation. Cela augmente l'impact de la durabilité, mais cela augmente l'accessibilité aux handicapés. Des handicapés n'ont pas l'utilisation de leurs bras. Donc, ont besoin d'une paille en plastique. Est-ce que vous avez essayé de boire dans une paille qui n'est pas en plastique? C'est très compliqué. Qui est là lorsqu'on prend les décisions, on décide des politiques? Lorsqu'on pense à l'impact de l'industrie de la mode en termes de durabilité, c'est une bonne question. Il faut acheter moins, il faut porter plus, mais il faut acheter plus de vêtements accessibles. Par exemple, combien d'entre vous avez dû dormir dans une robe? Vous avez dû dormir dans une robe? Où se trouve la fermeture éclair dans une robe? C'est où? Comment est-ce que vous sortez de votre robe? Vous avez besoin d'aide, n'est-ce pas? Parce qu'une robe a été conçue par un homme. Dans une ère où les femmes avaient des maris ou des serviteurs. C'est pour cette raison que les femmes n'ont pas de poche dans leurs vêtements. C'est pour cela que vous achetez des sacs à main. Les hommes sont fonctionnels. Ce sont des hommes d'affaires. Nous sommes des consommatrices. Comment est-ce qu'on redéfinit la mode? Comment est-ce qu'on peut reconcevoir les articles que nous utilisons au moins 30 fois ou les sacs qu'on utilise 250 fois? Je pense que la discussion fait émerger le fait qu'il faut des personnes qui prennent des décisions. Il faut que ces personnes soient présentes. Si votre handicap est visible, et c'est important, l'handicap va nous impacter tous à un moment donné dans la vie. Blanca. Qui a été posée par Madame et la réponse de Sinead. Oui, très vite. Bien sûr qu'il y a beaucoup qui ne sont pas visibles. Et c'est pour ça qu'on a même fait cette étude chez nous pour savoir, parce qu'il faut enlever les stigmas. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, tout ce qui est neurodivergent, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et il faut enlever les stigmas et parler. Et je pense toujours que quand on a une entreprise, une société qui prend en compte les besoins des autres, ça devient une entreprise beaucoup plus empathique et beaucoup plus forte parce qu'une chose qui est d'un groupe va toujours aider des autres aussi. Il y avait d'autres questions. Alors, vous êtes trois à lever la main. Essayez de faire des questions assez brèves, puisqu'il nous reste 12 minutes. Allez-y, monsieur, dites-nous qui vous êtes et à qui s'adresse la question. Bonjour, je ne sais pas si je dois la poser en anglais ou en français, du coup. Dites-le en français, dites-le en français. Très bien. Ma question sera pour le président d'Action contre la faim. J'ai vécu en Inde, j'ai dirigé une entreprise en Inde pendant 2 ans à Chennai et je me suis toujours posé la question de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, surtout à Action contre la faim, à éradiquer la famine en fait. Où est-ce que ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à en finir? La question est pourquoi est-ce que l'on n'arrive pas à endiguer la famine? En Inde, oui, effectivement. Why are we not able to eradicate the hunger? When I was in Chennai, for example, in India. Lorsque j'étais en Inde, vous voyez que les personnes souffrent de faim. Et je me demande pourquoi une ONG comme Action contre la faim ne peut pas endiguer la faim. La faim est un problème très complexe. Ce n'est pas juste une question de misère ou d'inégalité.
il y a beaucoup d'efforts qui sont faits à travers le monde pour empêcher la dette de 25 000 personnes tous les jours. En Inde, c'est la même chose. Mais cela commence en général avec la malnutrition ou la pauvreté. La pauvreté vient de l'inégalité ou de conflits. Donc, c'est un problème complexe, très grand. Mais si nous avons la volonté et la sagesse, ce monde dispose d'assez d'aliments, d'assez de logistique, d'assez de technologie pour résoudre le problème mondialement pour toujours. Mais il faut de la volonté, il faut de la sagesse de tout le monde pour faire cela. Si on a tout cela, ce sera assez facile. Je vous ai parlé de gaspillage. C'est seulement une façon de résoudre le problème. Donc la malnutrition aiguë, on peut résoudre ce problème de manière très différente, avec de réponses très simples. Mais je pense que collectivement, nous devons nous asseoir tous autour de la table. Je vous donne un autre exemple. Donc, il y a la volonté, il y a la sagesse. Nous avons pu gérer le Covid. 6,8 millions de personnes sont mortes de Covid. Combien d'argent a été dépensé pour résoudre le problème? 19 milliards de dollars. 19 avec 12 zéros. Et pour éliminer la faim, c'est difficile pour toutes les organisations ensemble. Pendant la même période, 20 millions de personnes sont mortes de la faim. Mais c'est difficile pour nous de pouvoir avoir 20 milliards de personnes, 20 millions de dollars par an pour sauver ces personnes. Voilà, nous avons fait la bonne chose pour le Covid. On a eu la volonté et la sagesse, mais il faut la même chose, la même volonté et la même sagesse pour la fin. Le Covid a impacté tout le monde et c'est pour cela qu'il y a eu le financement. La faim ne touche pas tout le monde et pas de manière égale. Donc collectivement, il faut trouver la volonté et la sagesse pour gérer ce problème. Allez-y, oui. Cécile Delettré, internationale au féminin. Donc ma question était à la fois pour Blanca Jutti et Bertrand Bardret. Donc concernant la crise de confiance qu'on voit, vous disiez effectivement crise de confiance dans le business, les NGO et notamment les partenariats business-NGO. Comment on peut engager un public quand la plupart d'entre eux pensent que c'est du greenwashing ou du social washing quand il s'agit de L'Oréal qui va effectivement faire des actions à la fois de proximité sur les roses à Grasse ou des actions pour les femmes dans d'autres à un niveau international. Merci pour la question. Cette crise de confiance vient aussi à côté de la main d'une crise d'attention. On a un déficit d'attention très grand. On veut des réponses très vite dans 120 caractères qui te disent la position doit être ici ou c'est là. Et pour beaucoup de choses, il faut comprendre beaucoup plus profondément c'est ce qu'il y a. Et aussi, comme disait Ginette, il y a quelquefois même des dilemmes. Parce que quand on peut faire une chose qui est bien pour la planète, ça peut aussi avoir des conséquences sur l'emploi. Il faut penser aux choses d'une manière plus vaste et plus large. Et moi, je trouve que la seule manière d'aborder ça, c'est d'avoir des vraies conversations. Pas que des postures. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir une posture tout de suite à social media. Et moi, je dis, avant d'avoir une posture, il faut comprendre la situation et il faut avoir aussi la légitimité de parler de quelque chose. Moi, je ne me donne pas le droit de parler de quelque chose si on n'a pas la légitimité, si on ne fait pas quelque chose de concret pour ces problèmes-là. Mais pour moi, c'est une question de dialogue. Et c'est une question de dialogue avec beaucoup de force et beaucoup de pensées. Et je cherche ça toujours chez mes équipes. J'ai des équipes très diverses, en habilité, en genre, en nationalité, âge, dans tous les aspects, mais aussi avec les gens avec qui je parle. Il faut parler avec beaucoup de gens, les plus divers, les mieux, pour essayer de comprendre. Bertrand ? Oui, je dirais quelques mots en conclusion. Je vais préférer qu'on laisse la parole à la dernière question. On prend encore une question, allez-y, ou peut-être deux dans une au moins. Allez-y, madame. Bonjour, Blanca. Tout à l'heure, M. Cacquart évoquait le gaspillage alimentaire.
nous sommes à l'origine, avec ma petite famille, notre petite start-up familiale, à l'origine d'une application anti-gaspi dans la lignée de Too Good To Go, pour répondre à la fois à deux questions, à la question environnementale et sociétale, et en fait s'engager non seulement pour lutter contre le gaspillage cosmétique, puisque les chiffres sont faramineux, mais lutter aussi contre la précarité. Au moment où on se parle, plus de 35% de Français n'ont pas les moyens pour s'acheter des produits d'hygiène. Des familles changent les couches de leurs petits-enfants une fois par jour. Je voulais simplement vous demander, moi j'ai mon petit avis parce que ça fait 1 an qu'on travaille sur la question. À votre avis, Blanca, est-ce que le monde du cosmétique est prêt pour s'engager contre le gaspillage cosmétique qui répondent à ce paradoxe fou, d'un côté des millions d'euros gaspillés et de l'autre des Français qui n'arrivent pas à s'acheter simplement un produit douche ou un shampoing? Oui, je sais que nous, chez L'Oréal, on s'engage déjà. Il faut penser une autre fois, tout systématiquement. Nous avons, vous savez, 36 marques. Et nous avons des marques très accessibles, un shampoing pour 2 €, etc., jusqu'à bien sûr des marques de luxe, mais il y a toute une gamme de produits. Et on a aussi travaillé d'une manière forte avec la crise économique, surtout sur les gammes plus accessibles, pour continuer avec l'accessibilité des produits. Après, il faut toujours penser, nous sommes contre les gaspillages, il faut toujours penser sur les refills. On fait un très grand effort pour changer la manière dont on vend les produits et avoir des produits avec des refills aussi, dans toutes les gammes, aussi au luxe, où on peut faire des refills de parfums et des refills de produits d'hygiène, etc. Et aussi, on pense beaucoup à l'eau. On travaille sur les usines Waterloop dont on réutilise l'eau. Il y en a encore peu, on va voir plus avant l'année 2030. Mais on travaille avec les salons, avec l'utilisation de l'eau. On a un produit, on appelle ça un showerhead, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais qui sauve de l'eau par 60%. Et on crée aussi des produits dont on n'a pas nécessité d'être rincés, ou se rince très facilement. Alors on pense à cette question avec beaucoup d'angles, aussi sur les recyclages du plastique, les différentes matières pour utiliser moins de plastique. C'est une des choses qui nous tient à cœur. Alors je serais très contente de vous voir après cette intervention. Juste avant de donner la parole à Bertrand, vous m'entendez là? Je suis là, non, c'est pareil. Oui. Peut-être que Christian et Maud, qui ont un petit peu moins parlé, veulent ajouter un mot de conclusion, si vous voulez. Alors, vous voyez, on a 3 minutes. Voilà, donc vraiment très court, un mot de conclusion, Maud. Très rapidement, pour conclure, je dirais qu'on a parlé de tout, mais en tant qu'individu, nous devons sortir et appliquer une lentille intersectionnelle à tout pour comprendre les personnes, pour réaliser des changements, étant donné nos propres vies, nos propres familles. Il faut toujours être vigilant. Il faut vouloir des changements. Et il faut amplifier les voix de personnes qui sont différentes de nous. Et il faut prendre un peu de recul. Qui a une voix que je peux amplifier? Qui est-ce que je peux soutenir? Ce n'est pas d'énormes changements, forcément. On peut soutenir des populations locales, des œuvres caritatives, ou il faut questionner l'ignorance peut-être. Puisque le temps court, on voit, et toutes les discussions le montrent toujours, qu'on a beaucoup de mal à regarder le macro et pas seulement le micro de ce qui nous touche et de ce qui nous donne envie de nous engager. Engagez-vous pour ce qui vous touche et ce qui vous provoque de l'émotion, mais prenez toujours quelques minutes par jour, quelques heures par semaine ou par mois pour vous questionner en quoi mon issue, mon problème, ma cause a à voir avec l'ensemble du reste et comment je peux m'investir non seulement pour ma cause, mais l'intégrer dans une globalité qui aujourd'hui fait sens parce que nous avons un besoin fondamental de voir la complexité et pas seulement l'unité. Donc travaillons
ensemble, prenez du temps pour ça et on fera des propositions avec le Human Habitation Institute dans très peu de temps pour donner du temps aux gens, parce qu'aujourd'hui on veut donner de l'argent, mais d'abord on a besoin de temps pour s'engager. Alors, le message que j'emporte avec moi, c'est le ministre qui l'a dit. Le pessimisme est irresponsable. Il faut trouver l'équilibre entre faire en sorte que les organisations soient responsables et être impliquées et avoir de l'espoir. Ce sont des choses qui sont très importantes pour l'avenir. Un cadeau et on a été encore plus gâtés que je ne le pensais. Je crois, madame, vous l'avez dit, nous étions dans le vrai. On a touché quand même quelque chose d'assez émotionnel, cher Christian. Je pense que et encore une fois, je viens ici depuis 20 ans. On a des moments très forts, mais des moments d'émotion comme ça, c'est assez rare. Alors, je retiens 7 points. Pas parce que c'est un chiffre magique, mais c'est à peu près comme ça que je les organise. Premier point, on a beaucoup parlé de ce qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, on a discuté de comment le faire. Comment est-ce qu'on crée le changement, comme nous l'a dit Sinead? Comment est-ce qu'on n'a pas peur? Comment est-ce qu'on change de regard? Comment est-ce qu'on change de discours? Comment est-ce qu'on se sent concerné par cette planète et par tous les habitants de cette planète, pas seulement par nous-mêmes et par notre jardin? Il faut aussi ne pas y aller en aveugle. Il faut bien se rendre compte que ce n'est pas facile. Les conditions adverses sont nombreuses à notre niveau individuel. Christian nous a rappelé les conditions. Faire privilégier l'écoute de nos émotions positives plutôt que celles de nos émotions négatives, pas les passions tristes. Trouver du temps, et on le sait que c'est rare, et merci d'avoir trouvé en ce dimanche matin un peu de temps pour discuter avec nous. Et puis se rassurer, on n'est pas tout seul. La coopération, Christian, vous l'avez dit, c'est quelque chose d'important. Les conditions adverses, elles peuvent être aussi collectives. Mouda nous l'a rappelé et d'autres. Il y a des limites. Il y a des limites légales, il y a des limites morales, il y a des limites mentales, il y a des limites financières. Vous nous l'avez rappelé, on est capable de dépenser 19 000 milliards de dollars pour le Covid et on ne trouve pas une fraction de ce montant pour lutter contre la faim. Et puis évidemment, vous l'avez dit aussi, Mouda, quelquefois ces difficultés s'accumulent. Troisième point, et ça a été très fort, c'est évidemment une source de richesse. On passe son temps à le dire, puis vous voyez bien que vous n'avez pas des gens malheureux sur scène. Richesse pour soi, richesse pour le monde. Et ça, c'est important. Il faut aussi ne pas viser... Une minute, merci. Il faut bien viser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tout le temps à tout le monde. Il faut savoir quelle est notre cause, mais savoir comment articuler, vous venez de le dire Christian, cette cause avec, encore une fois, l'avenir de notre planète et de notre espèce sur cette planète. C'est possible tout de suite, c'est possible pour tous. Il ne s'est pas réservé à une sélection de happy few dans une partie reculée de la planète. Cinquièmement, c'est aussi possible pour les entreprises, c'est assez nouveau. On a beaucoup parlé de responsabilité vis-à-vis des actionnaires et Bianca nous a rappelé que la responsabilité s'étendait bien au-delà des actionnaires et c'est un message très positif, encore rare, mais qui se répand. Sixièmement, j'avais parlé de jardin au début. Jardin au sens mon petit balcon, mon petit lopin de terre. En fait, ce qui est quelque chose d'absolument évident à écouter les uns et les autres, c'est que ce jardin, c'est notre planète. On ne peut pas s'arrêter aux frontières de notre lopin de terre. Et donc cette planète, on la vivra dans le partage, pas dans l'accaparement. Je crois qu'à Queenie, vous avez appelé les économistes à réfléchir. Je pense qu'il faut réfléchir à une économie de l'engagement. Évidemment, beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais au total, et je rebondis sur la question qui m'avait été adressée, on voit bien que cet engagement, il passe par une forme de passion, mais aussi une forme de responsabilité et la confiance. Et en fait, la confiance, c'est l'ingrédient qui est celui qui a le plus souffert ces dernières années. On a besoin, pour faire face à toutes les difficultés dont on parle depuis 3 jours, de secteur public, de gouvernement, de secteur privé, d'entreprise, mais aussi de société civile, de nous tous. C'est le triangle magique. Le problème, c'est que les relations entre les 3 sommets de ce triangle se sont détériorées, que les gens n'ont plus confiance les uns dans les autres et qu'on vous demande de faire vos preuves à chaque fois. Peut-être qu'il faut faire le premier geste et accepter de prendre un risque dans une relation de confiance entre les 3 piliers de ce triangle. Et pour finir, je me permettrai une citation littéraire que j'ai souvent utilisée, pardon si vous l'avez déjà entendue, mais je trouve qu'elle s'applique particulièrement à la conversation qu'on a eue aujourd'hui. Jean Giraudoux, dans La guerre de Troie n'aura pas lieu, peut-être ça vous rappelle des souvenirs de lycée, pièce écrite en 1935 ou 1936, où effectivement Grecs et Troyens essaient d'éviter la guerre de Troie. On est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Et à un moment donné, Ulysse dit aux Troyens, le privilège des grands est de croire qu'ils peuvent regarder les catastrophes depuis leur terrasse. Eh bien précisément, je pense qu'ici, on est des grands,
Je pense qu'ici, au Parc Jourdan, on est sur une terrasse, mais qu'on n'a certainement pas le privilège de regarder ce qui va se détériorer depuis la terrasse. Il est temps qu'on se mette tous ensemble, qu'on parte en mission, qu'on descende de la terrasse. 1, qu'on évite qu'elle s'effondre, et 2, qu'on s'engage dans la planète. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. Je vous laisse pour la suite des rencontres économiques d'Aix-en-Provence.